Vos papiers, s'il vous plaît. Les mots, froids comme l'acier, déchirèrent la quiétude du soir tandis que l'agent Stéphane Leroy s'avançait vers la portière du conducteur, la main déjà posée sur l'étui de son arme de service. L'insulte qui fusa ensuite, à peine audible, portait en elle le poids de 30 années de haine refoulée. La violence éclata sans préavis. La première balle lacéra l'épaule de Nicolas Dubois au moment où il se baissait pour récupérer le téléphone sécurisé de l'armée que Leroy venait de lancer sur le bitume. La deuxième détonation claqua alors que les menottes se refermaient sur ses poignets, le jetant à genoux dans une douleur fulgurante et humiliante qui lui vola son souffle et embua sa vue. À cet instant, Leroy lui-même ne réalisait pas que ces 2 tirs irréfléchis signeraient la fin de sa carrière, entacheraient l'honneur de sa famille et rouvriraient la plaie la plus profonde que Beaumont-sur-Loire avait passé des décennies à cacher. Sa vie, son avenir et sa liberté se sont désintégrés à l'instant où il a pressé la détente, bien qu'il n'en ait pas encore la moindre idée, dominant un homme blessé qu'il pensait incapable de toute riposte. Avant que nous ne continuions cette histoire, indiquez-moi d'où vous la suivez. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour que plus de personnes découvrent ce parcours. Il était 19h47 lorsque le commandant Nicolas Dubois entra sur le parking d'une pharmacie de village pour prendre les médicaments dont sa grand-mère, Monique, avait impérativement besoin pour la nuit. Le genre de traitement sans lequel elle ne parvenait pas à dormir. Le genre de service qu'il lui rendait toujours dès qu'elle le sollicitait. Son retour à Beaumont-sur-Loire avait encore un goût d'irréalité, comme s'il avait réintégré une demeure hantée par des souvenirs qu'il s'était efforcé d'oublier. Il portait le poids de déploiements interminables, des médailles invisibles aux yeux de tous, et un syndrome de stress post-traumatique qu'il tentait de dissimuler à sa fille. Ce soir, il ne voulait rien d'autre que finir cette course, retourner à la maison de sa grand-mère, et rester près d'elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Mais Leroy l'avait suivi sur près de 3 rues, fixant son phare endommagé, s'inventant une menace inexistante, se convainquant que l'homme au volant n'avait rien à faire dans sa ville. Nicolas avait maintenu ses mains visibles dès l'instant où les gyrophares s'étaient allumés, et sa voix était restée posée. « Je suis le commandant Nicolas Dubois, de l'armée française. » Leroy fit fi de ces mots. Pour lui, l'insigne sur sa poitrine n'était pas un symbole d'ordre, mais de pouvoir. Il passa le bras par la vitre baissée, arracha le téléphone sécurisé de l'armée des mains de Nicolas, et le jeta au sol avec un rictus méprisant. Nicolas se pencha, avec une lenteur et une prudence infinies. Chacun de ses gestes était calculé. Ses muscles se crispèrent lorsque les coups de feu retentirent, leur écho se propageant dans le parking désert avec une force qui le surprit lui-même. Il ressentit d'abord la morsure brûlante de la balle dans son épaule, puis la douleur écrasante dans sa cuisse, alors que les menottes d'acier se verrouillaient déjà sur ses poignets. Le sang tacha rapidement son vieux maillot de l'école d'agriculture de Grignon, un maillot que son père avait porté, et qu'il conservait pour les jours difficiles, les jours où il avait besoin de s'ancrer à quelque chose de plus résistant que la souffrance. Sur le sol, tout près, le téléphone sécurisé de l'armée émit une unique vibration, discrète, invisible, déclenchant un protocole classifié dont aucun habitant de Beaumont-sur-Loire n'avait la moindre connaissance. Le protocole Phénix. Une cascade d'alertes se propagea sur des réseaux chiffrés, activant des serveurs et des capteurs à travers 3 régions. En quelques secondes, un voyant rouge s'alluma au centre de veille de Ballard. Le lieutenant-colonel Valéry Lefebvre se pencha, le regard intense, tandis que les signes vitaux de Nicolas, sa position, et les premières images granuleuses d'une caméra piéton s'affichaient sur son moniteur. D'une voix ferme et aiguisée par l'urgence, elle lança dans l'interphone « Militaire à terre, en métropole. » Commandant Nicolas Dubois. Ces paroles firent l'effet d'une onde de choc dans la salle. Des généraux se levèrent d'un bond. Des analystes poussèrent leurs fauteuils. Une carte détaillée de la campagne normande s'afficha sur l'écran mural, le pouls affaibli de Nicolas clignotant dans un coin. En l'espace de quelques minutes, un appel sécurisé fut passé à la seule personne détenant l'autorité pour lancer l'opération que Beaumont-sur-Loire n'aurait jamais pu concevoir. La générale Monique Lambert écouta en silence. Elle avait connu la guerre, les deuils, et toutes les formes d'injustice. Elle avait vu tomber des soldats sous ses ordres, elle avait honoré leur nom, et porté le fardeau de leurs histoires sans jamais en laisser paraître le poids. Mais en entendant le nom de Nicolas, elle sut que cette fois, ce serait différent. Son interlocuteur décrivit 2 tirs, un homme perdant son sang, un agent local avec l'arme à la main, un système défaillant avant toute possibilité d'intervention. Monique Lambert conclut la communication avec 3 mots qui tombèrent comme un verdict sur le plancher des opérations, décollage immédiat. Maintenant. Elle savait ce que Beaumont-sur-Loire avait commis.
Elle savait ce que ce village dissimulait. Et elle savait que cette nuit, la vérité ne resterait pas ensevelie sous les pavés de la grande rue. Le roi toisait Nicolas, le visage déformé par le mépris. Inconscient du fait que le monde était déjà en train de se liguer contre lui, il pestait à voix basse, faisant les 100 pas, secoué de tremblements, partagé entre la fierté de son acte et la peur de ses conséquences. Il était convaincu que la ville le couvrirait. Il était persuadé que son insigne le mettrait à l'abri. Il était certain que personne d'important ne s'intéresserait jamais à cette affaire. Mais il est des moments où l'orgueil aveugle un homme au point qu'il se précipite de son plein gré vers sa propre destruction. Pour le roi, ce moment était arrivé. Chaque choix fait dans les 10 dernières minutes allait le hanter jusqu'à la fin de ses jours. 9 minutes après les tirs, l'alerte militaire atteignit le commandement régional. 4 minutes plus tard, la piste de la base militaire de Draguignan était prête pour un décollage d'urgence. Des pilotes coururent vers leurs appareils, pendant que les mécaniciens sécurisaient l'équipement, fermaient les portes et procédaient aux ultimes vérifications. Des soldats bouclaient leur harnais, échangeant des ordres brefs et précis. Chaque seconde était cruciale, car le rythme cardiaque de Nicolas déclinait dangereusement. Le manifeste de vol fut validé. Les rotors se mirent à tourner. Un nuage de poussière s'éleva du tarmac. 19 minutes après l'alerte, 2 hélicoptères Cougar s'arrachèrent au sol dans la nuit, leur moteur emplissant l'obscurité d'un vrombissement si puissant qu'il fit vibrer les fenêtres de toute la base. Beaumont-sur-Loire ignorait encore ceux qui se dirigeaient vers elle. Nicolas gisait contre le rebord du trottoir, son sang s'écoulant, sa respiration erratique, sa vision de plus en plus trouble. Pourtant, malgré la douleur qui l'assaillait, il perçut à nouveau la légère vibration de son téléphone. Une pulsation familière, un signal qu'il avait appris à reconnaître. Les secours arrivaient. De vrais secours. Des secours qui ne dépendaient ni des arrangements politiques locaux, ni des promesses faites à demi-mot. Des secours qui répondaient à un serment plus élevé. Lorsque les cougars survolèrent les premiers arbres aux abords de la ville, Nicolas flottait entre conscience et inconscience. Mais il se souviendrait de ce bruit. Ce grondement sourd et montant des pales fendant la nuit normande. Un bruit que le roi n'oublierait jamais. Un bruit qui annonçait le début de la fin pour tous les hommes corrompus qui avaient tenu Beaumont-sur-Loire sous leur coupe pendant 3 décennies. Pierre Moreau avait toujours pensé que l'on pouvait enterrer le passé. Il était convaincu que les souvenirs s'effaçaient, que la vérité devenait aphone, qu'un garçon de 14 ans terrifié grandirait pour devenir un homme qui ne se rappellerait plus comment le corps de son père s'était effondré sur le pavé en 1994. Mais la mémoire persiste là où la douleur a pris racine. Et cette nuit-là, alors que 2 hélicoptères Cougar fonçaient vers Beaumont-sur-Loire, les fantômes de cette année maudite ressurgirent avec une force qu'ils ne pouvaient plus contenir. Nicolas Dubois n'était qu'un enfant à l'époque, aux côtés de son père, Marc Dubois, lors d'un contrôle de routine qui n'aurait jamais dû dégénérer. Il se souvenait de Pierre aboyant des ordres conçus pour instiller la peur, et de son père, les mains en l'air, calme et digne. Marc avait dit une simple phrase, « Mon fils est avec moi. S'il vous plaît, faites attention. » Pierre avait répondu par une balle. L'enquête interne avait conclu à un acte justifié en moins de 48 heures. Nicolas avait emporté cette image avec lui dans sa vie d'adulte, une blessure à vif qui avait forgé l'homme et le soldat qu'il était devenu, et qui peuplait les cauchemars de chacun de ses déploiements. Il avait appris à pister des insurgés en montagne, à faire parler des hommes dont le mensonge était le métier, à décrypter le silence comme s'il était un langage. Mais il ne pouvait échapper au souvenir de la main de son père abandonnant la sienne, alors que la vie le quittait sur une route de France. Ce seul instant avait creusé en lui un abîme qu'aucune médaille, aucune promotion, aucune victoire militaire ne pourrait jamais combler. Dans le présent, alors que les cougars amorçaient leur descente, le son de leur rotor fit vibrer jusqu'aux os les habitants de la grande rue. La poussière s'envola des pavés, les passants reculèrent, se protégeant les yeux du souffle puissant qui balayait les façades des commerces. Nicolas était allongé sur une civière près de l'ambulance, oscillant entre le monde des vivants et celui des ombres. Son esprit était prisonnier, quelque part entre le souvenir de 1994 et la douleur de sa nouvelle blessure. Sa respiration était faible, ses mains glacées, mais il s'obligea à ouvrir les yeux lorsqu'il entendit le rugissement des moteurs au-dessus de lui. Il connaissait ce son. Il s'était entraîné à bord de ces machines. Il les avait vus évacuer des soldats blessés du champ de bataille. Cette nuit, le soldat blessé, c'était lui. Une vague de honte le submergea. Un vieil instinct lui soufflait qu'il devait être celui qui protège,
et non celui qui est protégé. Mais la honte fut remplacée par un sentiment plus stable lorsque l'ombre de l'hélicoptère le recouvrit. Une autorité supérieure avait répondu à l'appel. Une autorité qui n'allait pas laisser Beaumont-sur-Loire enterrer un autre Dubois. La générale Monique Lambert descendit de l'hélicoptère avec une assurance qui montrait à tous qu'elle avait commandé dans des zones bien plus dangereuses que cette petite rue de province. Son visage était dénué de toute expression de surprise, affichant seulement la colère froide et maîtrisée d'un chef qui venait de voir l'un de ses hommes abattu et abandonné sur un trottoir. Ses bottes martelèrent le sol avec détermination. Son regard acéré se posa sur le roi, qui se tenait près de sa voiture de patrouille, les mains dans une position ambiguë, entre soumission et défi. Elle marcha droit vers lui, sa voix posée mais sans appel. « Vous venez d'abattre un de mes hommes. » Les mains sur la tête. Le roi marqua un temps d'hésitation. Il ne saisissait pas pleinement qui était cette femme. Il comprenait seulement que cette inconnue, une femme noire en grand uniforme de général, s'adressait à lui comme si son statut ne valait rien. Une lueur de panique traversa son regard. Il pivota sur ses pieds. Et commit l'erreur qui scella son sort. Il prit la fuite. Les hommes des forces spéciales intervinrent avant que quiconque ait le temps de réagir. Un chien d'intervention militaire fusa, couvrant la distance en un éclair. Le roi ne fit pas 20 mètres avant que l'animal ne le plaque au sol, ses crocs se refermant sur son bras, lui arrachant sa dernière parcelle d'autorité. Il poussa un cri. Un cri qui se mua en halètement court et désordonné tandis que les opérateurs le maîtrisaient, le retournaient sur le ventre et lui passaient des liens bien plus robustes que ceux qu'il avait utilisés sur Nicolas. Monique Lambert observa la scène sans sourciller. Elle voyait l'homme qui s'était cru au-dessus des lois. Elle voyait la marque de l'arrogance sur son visage, et elle y voyait la confirmation de ce qu'elle avait su dès le premier appel. Beaumont-sur-Loire était devenu un lieu où l'uniforme qu'elle servait avait moins de valeur qu'un mensonge proféré par un agent corrompu. Nicolas luttait pour rester conscient, pour comprendre ce qui se déroulait autour de lui. Sa conscience était un champ de bataille entre le passé et le présent. Il voyait les phares de l'hélicoptère, aveuglants. Il entendait des pas se rapprocher. Il sentit la brûlure de l'antiseptique sur sa peau alors que les secouristes s'occupaient de ses plaies. Il tenta de lever la main. Elle lui parut d'un poids infini. Il tenta de parler. Sa voix n'était qu'un murmure. Ma grand-mère Monique. Est-elle en sécurité? Un infirmier se pencha vers lui, ajustant le masque à oxygène. On s'occupe d'elle. Accrochez-vous. Nicolas ferma les yeux, s'abandonnant à cette voix qui résonnait comme une promesse. Dans la foule, les gens filmaient la scène, les mains tremblantes. Certains murmuraient leur incrédulité, d'autres essuyaient des larmes. Marie Durand, sur le pas de sa porte, de l'autre côté de la rue, tenait toujours son téléphone levé, sa voix chevrotante commentant pour les millions de spectateurs à venir. Ils ont tiré sur cet homme sans aucune raison. Et maintenant l'armée est là. Jamais je n'aurais cru voir une chose pareille. Le souffle des rotors ne la fit pas reculer. Elle continua à filmer, car elle savait intimement que la vérité est une chose fragile si on ne la capture pas. Elle avait connu trop d'années où la justice était réservée à ceux qui en avaient les moyens. Elle ne laisserait pas ce moment s'évanouir. Au même instant, à plusieurs kilomètres de là, Pierre Moreau reçut le premier appel paniqué. Le roi avait tiré. Nicolas était blessé. Des hélicoptères se posaient sur la grande rue. Pierre resta figé dans son bureau. Les souvenirs de 1994 l'assaillirent avec une violence inouïe. Il avait réduit Marc Dubois au silence. Il avait réduit au silence 2 autres hommes qui menaçaient ses affaires. Il avait fait disparaître des preuves, étouffé des plaintes, et ignoré les rumeurs pendant 30 ans. Mais il ne pouvait pas réduire au silence une intervention militaire. Il ne pouvait pas réduire au silence un protocole dont il ignorait jusqu'à l'existence. Et il ne pouvait pas réduire au silence une générale au visage d'acier qui se tenait au milieu de sa rue. Pour la première fois depuis des décennies, la peur s'insinua en lui. Il comprit que le passé qu'il croyait avoir scellé à jamais était en train de refaire surface. Alors que Nicolas était hissé à bord de l'hélicoptère, les médecins s'activaient, appliquant des compresses, posant une perfusion, surveillant son cœur. Le vrombissement des rotors le traversait tout entier. Sa vision s'assombrit de nouveau. Mais juste avant de perdre complètement connaissance, il entendit une dernière chose. La voix de la générale, calme, puissante, inflexible. Ramenez-le à la maison.
Sa part est faite. Ces mots furent comme un baume, une main bienveillante posée sur son épaule. Puis le monde disparut, tandis que l'hélicoptère s'élevait, l'emportant loin de ce lieu qu'il avait brisé une fois enfant, et failli le briser une seconde fois, adulte. Derrière eux, Beaumont-sur-Loire tremblait dans la nuit, consciente qu'un processus irréversible venait de s'enclencher. La vérité était de retour. Les fantômes étaient réveillés. Et la bataille commencée en 1994 n'appartenait plus seulement à Nicolas. Elle était désormais l'affaire de la nation tout entière. Marie Durand résidait rue Érable depuis 40 ans, assez longtemps pour distinguer un bruit anodin d'un bruit annonciateur de malheur. Lorsqu'elle entendit les coups de feu cette nuit-là, elle n'eut pas la moindre hésitation. Elle sortit sur son perron avec l'aplomb d'une femme qui avait connu les années de l'inégalité institutionnelle, 30 ans d'intimidation sournoise, et une vie entière de promesses de justice bafouées. Son défunt mari disait toujours d'elle qu'elle avait plus de courage dans son petit corps que bien des hommes dans toute leur existence. En levant son iPhone pour filmer le chaos qui se jouait de l'autre côté de la rue, elle sentit ce courage l'envahir à nouveau. Sa caméra enregistra tout. Le roi se tenant au-dessus de Nicolas blessé. La flaque de sang qui s'étendait sur le sol. L'arrivée des cougars. La descente de la générale Monique Lambert et de son équipe. Et le son de la voix de Marie elle-même, tremblante. Non de peur, mais de vérité. Ils ont abattu cet homme pour rien, dit-elle sans cesser de filmer. Ils s'imaginent que personne ne voit, mais ce soir, nous voyons. Elle mit la vidéo en ligne à 20h15, dans le seul but de préserver la vérité, sans se douter des conséquences. En moins d'une heure, la vidéo avait fait le tour de la France. À minuit, elle comptabilisait 22 millions de vues. Les gens la partageaient avec la même urgence que Marie avait ressentie. Ils voyaient le roi agresser Nicolas. Ils voyaient les tirs. Ils voyaient l'armée arriver. Et ils comprenaient que Beaumont-sur-Loire était devenu l'épicentre d'une tempête que nul ne pourrait arrêter. À mesure que la vidéo devenait virale, les gendarmes de Beaumont-sur-Loire cédèrent à la panique. Ils passèrent devant la maison de Marie, tous feux éteints, espérant la voir sortir pour pouvoir l'intimider, comme ils l'avaient fait avec tant d'autres. Lorsque deux agents finirent par s'approcher de son perron et lui ordonnèrent de leur remettre son téléphone, avant de mettre le feu à toute la ville, elle le serra plus fort contre elle et les fixa droit dans les yeux. Sa voix était posée, mesurée, définitive. Je me suis tue pendant les années de l'inégalité institutionnelle. C'est terminé. Ils reculèrent, décontenancés, ébranlés par la force de son ton. On ne menace pas une femme qui a vécu assez longtemps pour ne plus avoir peur d'hommes comme eux. Elle leur tourna le dos, referma sa porte et la verrouilla avec la sérénité de celle qui a choisi son camp. Au même moment, Nicolas était transporté par les airs vers la base militaire de Draguignan, sanglé sur une civière à l'intérieur du cougar, tandis que les médecins luttaient pour le garder conscient. Ses yeux s'ouvraient par intermittence, chaque clignement une victoire douloureuse. Son pouls faiblissait à chaque kilomètre parcouru. Le sang continuait de traverser les bandages qui entouraient son épaule et sa cuisse. Il entendait des voix indistinctes égrener des chiffres. Il sentait la pression d'une main sur sa blessure. L'odeur de l'antiseptique emplissait l'habitacle. Mais au milieu de ce tumulte sensoriel, un instinct dominait tous les autres. Il devait savoir si sa grand-mère Monique était en sécurité. Sa voix se brisa lorsqu'il murmura à travers le masque à oxygène, « Ma grand-mère Monique. Est-elle en sécurité ?» Un médecin se pencha vers lui, ajusta le masque et répondit avec une douce assurance, « Nous veillerons sur elle. Tâchez de rester avec nous. » Nicolas esquissa un hochement de tête et replongea dans le brouillard grisâtre entre conscience et mémoire, où se mêlaient des éclats du visage de son père, le rire de sa fille, et l'ombre persistante de 1994 qui lui refusait tout repos. De retour à Beaumont-sur-Loire, le lieutenant Léo Garnier était assis seul dans un bureau de la gendarmerie. La lueur bleutée de l'écran se reflétait sur son visage, trahissant la peur qu'il avait tenté de contenir pendant des années. Il était entré dans la gendarmerie à 24 ans, avec l'espoir de faire le bien, d'aider les gens, de suivre une autre voie que celle de ses aînés. Mais la réalité l'avait vite rattrapé. Des scellés qui disparaissaient, des enveloppes qui changeaient de main, des registres de patrouilles falsifiés, des plaintes qui finissaient à la broyeuse avant l'aube. Et au centre de tout ça, Pierre Moreau, souriant avec l'assurance de celui qui se croit au-dessus de tout soupçon. Au début, Léo n'avait rien dit. Puis de petites choses avaient commencé à le ronger. Un adolescent passé à tabac sans raison.
Une femme placée en garde à vue pour avoir posé trop de questions. Un homme qui s'était volatilisé après son arrestation. Léo s'était promis de ne fermer les yeux qu'une seule fois, mais cette fois-là en avait appelé une autre, puis une autre, jusqu'au silence. Le silence s'était mué en culpabilité. Et la culpabilité était devenue intolérable la nuit où Nicolas avait été abattu. En fixant les dossiers sur le serveur de la brigade, il sut que c'était sa dernière chance de faire ce qui était juste. Il inséra une clé USB, navigua jusqu'à des fichiers chiffrés auxquels Moreau pensait être le seul à avoir accès, et copia l'intégralité des données sans la moindre hésitation. Des enregistrements audio, des archives de caméras piétons, des tableurs détaillant le trafic de drogue, des ordres de mutation incompréhensibles, des notes internes signées de simples initiales. Il tomba sur un document qui lui fit froid dans le dos. 800 kg de cocaïne déclarée perdue des scellés chaque année, depuis 17 ans. Le tout était méticuleusement consigné dans un registre privé, stocké dans un dossier au nom anodin, don de Noël. Il s'adossa à son siège, le souffle court. Il se doutait de la corruption, mais il n'en avait jamais imaginé l'ampleur. Il retira la clé USB, la glissa dans la poche de sa veste, conscient d'avoir franchi un point de non-retour. La nuit avançant, la vidéo de Marie continuait sa course folle. Les chaînes d'information nationales la diffusaient en boucle, analysant chaque seconde. Des personnalités religieuses prenaient la parole dans des directs improvisés. Des militaires publiaient des messages de soutien à Nicolas. Des parents expliquaient à leurs enfants qu'ils étaient en train d'assister à un tournant de l'histoire. Pour la première fois dans le passé long et tourmenté de Beaumont-sur-Loire, la vérité se propageait plus vite que l'intimidation. Les mensonges s'effondraient face aux 22 millions de témoins qui avaient vu un commandant noir de l'armée, de retour pour prendre soin de sa grand-mère, se faire abattre alors qu'il avait les mains en l'air. Alors qu'il s'était identifié, et qu'il avait obéi à tous les ordres. Nicolas reprit conscience un bref instant à l'approche de la base militaire de Draguignan. Il sentit le poids de la Minerve autour de son cou. Il vit des lumières crues au-dessus de lui. Ses doigts eurent un soubresaut. Il entendit quelqu'un dire « On se pose ». Il voulut parler. Il voulut redemander des nouvelles de sa grand-mère. Mais aucun son ne sortit. Une fatigue immense, écrasante, s'abattit sur lui. La fatigue de toutes ces années passées à servir un pays qui lui avait toujours demandé plus qu'il ne lui avait jamais donné en retour. Il ferma les yeux, s'en remettant à ceux qui l'entouraient pour le porter jusqu'au bout. À Beaumont-sur-Loire. Léo quitta la gendarmerie, la clé USB dans sa poche, sachant qu'en traversant ce parking, il cessait d'être un gendarme de cette brigade. Il était désormais un témoin, un lanceur d'alerte, un homme qui avait choisi la vérité au détriment de sa sécurité. Marie, dans sa maison, regardait sa vidéo conquérir le monde. Le roi, menotté, le bras ensanglanté par la morsure du chien, commençait à ressentir les premières affres de la peur. Et Pierre Moreau, seul dans son bureau, fixait son téléphone, attendant dans le silence des nouvelles dont il connaissait déjà l'issue fatale. Nicolas Dubois n'aurait pas dû pouvoir tenir debout. Et pourtant, à 3 heures du matin, couvert de pansements, l'épaule recousue, boitillant à cause de sa blessure à la cuisse, il avançait dans la pénombre aux côtés du lieutenant Léo Garnier, animé par la détermination farouche d'un homme refusant de laisser le passé enfoui. Libéré sous surveillance militaire pour quelques heures à peine, son corps meurtri par le vol en hélicoptère et les soins d'urgence, son esprit n'avait qu'un seul but, découvrir la vérité sur son père. Léo le guida vers l'ancien entrepôt des scellés, à la périphérie de Beaumont-sur-Loire, un lieu condamné depuis des décennies, que tout le monde évitait, et où, selon la version officielle, il ne restait plus rien d'important. Léo tenait un pied de biche, sa voix basse et nerveuse. Si Moreau a conservé quelque chose, c'est ici. Nicolas acquiesça, le regard déterminé. Toute sa vie d'adulte, il avait vécu avec une question lancinante. Cette nuit, il aurait la réponse. La porte céda dans un grincement qui sonna comme un gémissement du passé. L'air à l'intérieur était glacial, confiné, chargé de poussière et du poids de crimes oubliés. Des étagères métalliques couraient le long des murs, croulant sous des cartons aux numéros de série obsolètes. Des étiquettes de scellés pendaient, jaunies, les dossiers qu'elles contenaient recroquevillés par l'humidité. Nicolas se déplaçait dans les allées d'un pas précautionneux, maîtrisant sa respiration, son regard perçant malgré la douleur. Un vague souvenir lui revint. L'odeur de cet endroit, ce silence, l'écho des pas. Il était venu ici une fois, enfant,
amené par sa mère venue réclamer des réponses sur la mort de son père. On lui avait répondu que le dossier était introuvable. Qu'il n'y avait rien à voir. Qu'elle devait partir et ne plus jamais revenir. Il se rappelait les larmes de sa mère dans la voiture, son visage enfoui dans ses mains, sa voix tremblante lui murmurant qu'elle était désolée. Ce souvenir était une cicatrice. Léo s'arrêta devant une dalle de béton au fond de l'entrepôt. Elle détonnait dans le décor, trop nette, trop lisse, manifestement plus récente que le reste du sol. Il s'accroupit et murmura, coulé en 94. Aucun ordre de travaux, aucune trace administrative. Juste cette dalle. Nicolas sentit l'atmosphère s'alourdir. Son cœur ralentit. Il s'agenouilla à son tour, ses doigts tremblants effleurant la surface froide. Il n'avait pas besoin de plus d'indices. Il le sentait au plus profond de son être. Son père était là. Léo engagea le pied de biche sous le rebord de la dalle. Le béton craqua, gémit, puis commença à se briser en fragments irréguliers. Nicolas retint son souffle lorsque l'ouverture révéla une fosse sombre et peu profonde. Léo y projeta le faisceau de sa lampe torche. Des ossements, des lambeaux de tissu, une boucle de ceinture rouillée que Nicolas reconnut pour l'avoir vue sur une vieille photo. Un long moment s'écoula sans qu'aucun des deux n'ose respirer. La vérité était restée scellée sous le béton pendant 30 ans. Nicolas plongea ses mains tremblantes dans la fosse et en retira une petite plaque de métal encore attachée à la ceinture. Les initiales de son père y étaient gravées. Il ferma lentement les yeux, comme si son corps tout entier accusait le coup de ce moment qu'il avait attendu toute sa vie. Il murmura, la voix brisée, « Je savais qu'il n'avait pas fui. Je savais qu'il ne s'était pas défendu. Jamais il ne m'aurait abandonné. » Le silence était pesant, presque sacré. Léo sentit sa gorge se nouer. Il avait appréhendé la vérité, mais pas sous cette forme. Pas avec cet homme, encore sous bandage, agenouillé près des restes de son père. Dehors, des phares balayèrent le mur de l'entrepôt. Léo se figea. Nicolas releva la tête, aux aguets. Un moteur vrombit. Une portière claqua. Des pas lourds se rapprochèrent. Léo chuchota, « C'est Moreau. » Le nom résonna comme un coup de feu. Nicolas se releva péniblement, s'appuyant sur une étagère. Il était à moitié guéri, à moitié conscient, à moitié brisé. Mais il était prêt. Pierre Moreau fit irruption, une arme à la main, le visage déformé par la rage et la peur. « Tu n'aurais jamais dû fourrer ton nez là-dedans, » gronda Théil, pointant son pistolet vers l'homme qu'il avait déjà tenté de détruire enfant. Nicolas se redressa, bravant la douleur. « Vous avez tué mon père. » Moreau ne chercha pas à nier. Il visa. Le premier coup partit. Nicolas sentit l'impact le projeter contre les étagères. Léo riposta, sa balle atteignant Moreau à la jambe. Moreau s'écroula en hurlant, sa chute soulevant un nuage de poussière et de vieux papiers. Le sang macula le sol. Nicolas se remit debout, une main pressée sur son flanc, refusant de céder. Moreau l'agonisait d'injures, de menaces, de mensonges. Mais sa voix n'avait plus aucun poids. La vérité gisait à leurs pieds, mise à nu. Le silence qui suivit la confrontation semblait plus assourdissant que n'importe quel cri. Léo se précipita pour maîtriser Moreau, tandis que Nicolas, appuyé contre un mur, tentait de contrôler sa respiration et la douleur. Dehors, Beaumont-sur-Loire était en proie au chaos. La vidéo de Marie Durand était sur tous les écrans. Des manifestants s'étaient rassemblés devant la gendarmerie. Des familles entières brandissaient des pancartes au nom de Nicolas. La colère monta, la confrontation devint inévitable. Les gendarmes en tenue anti-émeute chargèrent. La foule reflua, puis résista. Une bouteille vola. Une matraque s'abattit. Un cri retentit. Puis le son qu'aucune ville ne veut entendre de sa propre police, des tirs à balles réelles sur la foule. La panique se déchaîna. 4 personnes s'effondrèrent. Leur corps heurtant le pavé dans un instant qui allait marquer l'heure la plus sombre de l'histoire de Beaumont-sur-Loire. L'information se propagea comme une traînée de poudre. Les images inondèrent les réseaux sociaux. Le pays entier regardait, incrédule, cette petite ville française sombrer dans la violence. Le maire fit une déclaration confuse, le procureur de la République parla d'usage justifié de la force, mais leurs mots étaient vains. Le monde avait vu ce qu'était devenu Beaumont-sur-Loire.
Un lieu où la vérité était enfouie sous le béton. Où un chef de la gendarmerie tué pour protéger son trafic. Où un homme était abattu menotté. Où une foule pacifique était accueillie par des balles. Dans l'entrepôt, Nicolas se força à rester debout, la vision trouble, mais la détermination intacte. La vérité était révélée. Son père était retrouvé. Ses blessures le brûlaient. Mais il ressentait quelque chose de plus fort que la douleur, un but. Léo sécurisa l'arme de Moreau et contacta une équipe fédérale. Nicolas s'adossa au mur, le souffle court. C'est terminé, murmura Léo. Nicolas secoua la tête. Non. Ça ne fait que commencer. À travers le pays, la vidéo de Marie continuait de se partager, rejointe maintenant par les images des émeutes, des tirs, du chaos. Les journalistes parlaient de la plus grave crise des droits civiques de l'histoire récente de la France. Le président annonça une allocution à la nation pour le lendemain matin. Beaumont-sur-Loire était au seuil d'un jugement attendu depuis 30 ans. L'atmosphère au tribunal de grande instance de Lyon était chargée d'une tension qui semblait remonter à plusieurs décennies. Une tension née de 30 ans de silence et d'une seule nuit de violence qui avait ébranlé toute la région. Lorsque Nicolas Dubois fit son entrée dans la salle d'audience, en fauteuil roulant, son uniforme impeccable dissimulant ses bandages, un frisson parcourut l'assemblée. Le poids de la vérité, trop longtemps ignorée, se faisait enfin sentir. Des semaines de convalescence n'avaient pas effacé la mémoire de son corps. Chaque mouvement lui rappelait les balles qu'il avait transpercées sur la grande rue, et la blessure plus ancienne, celle de la perte de son père. De l'autre côté, Pierre Moreau était assis, enchaîné, la jambe encore raide de la blessure reçue dans l'entrepôt. Son visage était blême, celui d'un homme qui comprend que des décennies de pouvoir ne le sauveront pas. Plus loin, Stéphane Leroy tremblait, attendant le moment où il tenterait d'échanger sa loyauté contre un peu de clémence. Quand l'huissier annonça l'ouverture de la séance, le silence devint si dense qu'il semblait palpable. La juge Sandrine Roussel présidait, le visage sévère, la voix maîtrisée, son regard scrutant les accusés avec la perspicacité de celle qui a épluché chaque dossier, chaque témoignage, chaque ligne des registres que Léo Garnier avait fournis. Le procès débuta sans préambule, par des questions et des réponses directes. Aucune mise en scène, aucune diversion, juste la vérité brute, exposée pièce par pièce, jusqu'à ce que les remparts du déni s'effondrent. Nicolas fut le premier à témoigner. Sa voix était ferme, mais chargée d'émotion. Il décrivit le contrôle, les tirs, les paroles de Leroy, le cliquetis des menottes alors que son sang se répandait sur sa chemise. Puis, maîtrisant son souffle, il parla de cette nuit de 1994, où il avait vu son père lever les mains et s'effondrer quand même. Il évoqua la peur dans les yeux de sa mère, l'enquête bâclée, la loi du silence qui s'était abattue sur Beaumont-sur-Loire, et comment ce silence avait régi sa vie entière. La salle écoutait, pétrifiée, chaque mot s'imprimant dans la conscience collective. Lorsque Nicolas eut terminé, Leroy baissa la tête, se tordant les mains, se préparant à l'épreuve. Son avocat lui glissa quelques mots à l'oreille, et Leroy acquiesça, l'air abattu. Il se leva pour témoigner, non par remords, mais par pur instinct de survie. Sa voix était cassée. Il avoua avoir tiré sans motif, sur un homme déjà menotté. Il avoua que Moreau leur avait appris à mater ceux qui posaient problème, et que cela passait souvent par la force, l'intimidation et les rapports falsifiés. Puis le silence se fit glacial lorsqu'il prononça les mots que tout le monde attendait. C'est le chef Moreau qui a tué Marc Dubois. Il l'a abattu, l'a enterré, et nous a dit que c'était de la légitime défense. Il nous a ordonné de nous taire. Moreau bondit, frappant la table. Ça lâche. Menteur. Les gendarmes le maîtrisèrent. Sa réaction ne faisait que confirmer les dires de Leroy. Phrase après phrase, Leroy déballa tout, les arrangements sur l'autoroute A7, les adjoints corrompus, les registres codés, la cocaïne détournée vers des cartels, le silence acheté par la menace, le chantage, et parfois la violence. La voix de Leroy trembla lorsqu'il raconta comment Moreau lui avait ordonné d'interpeller Nicolas sur la grande rue dès qu'il avait lu son nom sur le permis. Il a dit, fais-lui passer un sale quart d'heure. Le fils et le portrait craché du père. La salle accueillit ces mots avec un mélange de douleur et de fureur, mais rien ne fut plus poignant que la réaction de Nicolas. Il restait immobile, les mains crispées sur son fauteuil, la mâchoire serrée, le regard fixé sur l'assassin de son père. Lorsque Leroy eut fini,
la juge Roussel rétablit l'ordre, mais l'émotion était trop forte pour être contenue. Vint alors le moment qui allait faire basculer le procès. Tandis que les débats se poursuivaient, que les photos de l'entrepôt, de la dalle de béton, des registres, défilaient sur les écrans, Pierre Moreau se pencha vers Nicolas, comme pour avoir le dernier mot avant que le monde ne le dépouille de tout pouvoir. Son murmure, cruel et délibéré, fusa à travers la salle, « Ton père est mort parce qu'il a mis son nez où il ne fallait pas. » Depuis 30 ans, Nicolas portait en lui l'image de son père mourant avec une dignité silencieuse qui le consumait la nuit. Mais cette provocation le déchira avec la violence d'un passé jamais révolu. Il se projeta en avant, mu par l'instinct, le chagrin explosant en une force qui stupéfia l'audience. Les gendarmes fédéraux l'interceptèrent juste à temps. Son corps était secoué de spasmes. Mais la juge Roussel intervint, d'une voix calme et ferme, « Commandant Dubois, regagnez votre place. » La justice lui répondra. « Vous n'avez pas à le faire. » Nicolas se figea, inspira profondément, et se laissa reconduire à sa place, sans jamais quitter des yeux l'homme qui avait anéanti son enfance. Le tribunal se tourna ensuite vers Léo Garnier. Son témoignage avait un autre poids, celui d'une conscience qui s'éveille après des années de silence coupable. Il expliqua sa découverte des registres, la copie du disque dur, sa passive observation des méthodes de Leroy et Moreau. Il reconnut ses erreurs, son silence, sa honte, puis déclara avec une conviction nouvelle, « Je ne me tairai plus. » Il présenta le registre complet du trafic de drogue, qui impliquait le juge Jean-Luc Bernard dans des années de corruption. Quelques heures plus tard, des agents fédéraux arrêtaient le juge dans son propre bureau. La corruption à Beaumont-sur-Loire avait gangrené jusqu'aux plus hautes sphères, et la salle d'audience en prenait seulement maintenant la mesure. À la fin de la journée, les preuves étaient accablantes, irréfutables. Photos des restes de Marc Dubois, enregistrement des menaces de Moreau, traces des transactions financières, témoignages de victimes sorties de l'ombre après des décennies. Tous les secrets de Beaumont-sur-Loire étaient exposés au grand jour. Moreau dévisageait les témoins avec une haine impuissante. Son royaume s'était écroulé. Ses mensonges étaient réduits en poussière. Sa voix, autrefois capable de faire taire une ville entière, n'avait plus aucune autorité. Le jury revint dans la salle d'audience dans un silence si total qu'on aurait pu entendre une mouche voler. À cet instant, chacun comprit que 30 années de violence, de peur, de silence et de vérité enterrée allaient être jugées en quelques minutes. La juge Sandrine Roussel ajusta ses lunettes, le visage impassible, la voix assurée. Pourtant, elle-même sentait la solennité de l'instant. Nicolas Dubois attendait, assis dans son fauteuil roulant, sa douleur physique contenue par une force intérieure tranquille. Il avait attendu ce moment toute sa vie. Non pour la vengeance, mais pour une vérité que nul ne pourrait plus jamais enfouir. Pierre Moreau fixait le vide, comprenant la chute de son empire. Stéphane Leroy s'agitait, conscient que son plaidoyer ne lui avait offert qu'un mince espoir de survie. Lorsque la juge Roussel demanda au jury s'il avait atteint un verdict, le président du jury se leva et prononça ces mots, chargés du poids de toute une région, « Oui, madame la juge. » Ce qui suivit fut d'une clarté foudroyante, balayant 3 décennies de corruption. Le président du jury lut le premier verdict, concernant la tentative de meurtre. Nous déclarons l'accusé Stéphane Leroy coupable. Leroy ferma les yeux, le mot « coupable » résonnant en lui comme une évidence. Puis, la violation des droits civiques. Coupable. L'usage excessif de la force. Coupable. La liste s'égrena, chaque chef d'accusation une vie brisée, chaque mot le dépouillant un peu plus de l'uniforme qui l'avait protégé. À la fin de la lecture, Leroy s'effondra sur sa chaise, sa carrière, sa liberté, son identité anéantie. Vint ensuite le verdict que tous attendaient. Pour le meurtre au premier degré de Marc Dubois, nous déclarons l'accusé, Pierre Moreau, coupable. Les mots tombèrent comme un coup près. Nicolas laissa échapper un souffle qu'il retenait depuis 30 ans. Le président du jury poursuivit, racket, coupable. Association de malfaiteurs, coupable. Dissimulation de preuves, coupable. Trafic de stupéfiants, coupable. Abus d'autorité, coupable. Les accusations s'accumulaient, dessinant le portrait d'un homme qui s'était cru tout-puissant. Pierre Moreau ne réagit pas. Son visage était de marbre, vidé de toute arrogance, de tout pouvoir. Il fixait le mur, incapable d'affronter le regard de l'homme dont il avait tenté de détruire la vie.
La juge Roussel referma son dossier et prononça les peines d'une voix claire et ferme. Le roi, 35 ans de réclusion, sans possibilité de libération conditionnelle. Moreau, réclusion criminelle à perpétuité, incompressible, à purger en quartier de haute sécurité. La salle resta silencieuse, absorbant l'idée que la justice, enfin, avait parlé. Mais les répercussions de ce verdict dépassèrent largement les murs du tribunal. À son arrivée à la prison de Fleury-Mérogis, la réputation de Leroy le précéda. Ancien militaire, ancien gendarme, coupable d'avoir tiré sur un commandant noir de l'armée menottée. La tension monta rapidement. Quelques semaines plus tard, elle explosa. 19 coups de couteau lors d'une rixe dans les douches. Il survécut, mais resta paralysé à vie, confiné dans un lit médicalisé. L'homme qui paradait dans les rues de Beaumont-sur-Loire était désormais un corps inerte, dépendant des autres, vivant dans la peur, et confronté aux conséquences de sa propre brutalité. Le sort de Pierre Moreau ne fut guère plus enviable. 9 jours après sa condamnation, on le retrouva dans sa cellule d'isolement, pendu avec son drap. L'acte final d'un homme préférant la fuite à la responsabilité. Sa lettre d'adieu, pleine de rage et d'amertume, ne contenait qu'une phrase : « J'ai protégé cette ville. La ville m'a tué. » La nation l'a lu avec stupeur. Beaumont-sur-Loire avec un mélange de soulagement et de tristesse, consciente que si justice était faite pour Marc Dubois, les cicatrices resteraient. En quelques semaines, le ministère de la Justice plaça la gendarmerie de Beaumont-sur-Loire sous tutelle. Des audits révélèrent 25 ans de preuves manquantes, de procès-verbaux falsifiés, de pots de vin maquillés en dons, un système de peur et de silence. Un par un, les gendarmes impliqués furent suspendus, mis en examen, ou révoqués. Certains collaborèrent, d'autres prirent la fuite, d'autres encore démissionnèrent en silence. Mais tous durent faire face à la réalité, la brigade qu'ils croyaient invincible avait implosé. Sous la pression nationale, l'État ordonna la dissolution complète de la gendarmerie de Beaumont-sur-Loire. Insigne rendu, véhicule saisi, bureau vidé, plainte rouverte. Une nouvelle brigade fut constituée, avec des gendarmes recrutés dans toute la France, sélectionnés selon des critères stricts pour éviter que la corruption ne reprenne racine. Pour la première fois de son histoire, Beaumont-sur-Loire allait reconstruire ses forces de l'ordre sur des bases saines. Pendant ce temps, Nicolas poursuivait sa convalescence dans un hôpital militaire, entouré de chirurgiens, de thérapeutes, et de supérieurs qui comprenaient ses blessures, physiques comme psychologiques. Ses nuits étaient hantées par les souvenirs, les tirs, la poussière du Sahel, la dalle de béton sous laquelle reposait son père, le cliquetis des menottes. Mais au fil des semaines, il ressentit aussi un apaisement nouveau. Le sentiment que la vérité avait triomphé, que le bourreau de son père ne pouvait plus le tourmenter. Il visionna les enregistrements du procès, lut le verdict, et parcourut les lettres de soutien venues de tout le pays, de soldats, de vétérans, de familles, d'anonymes qui voyaient en lui un symbole de résilience. Léo Garnier, placé sous protection, témoigna devant une commission nationale. Ces révélations entraînèrent une réforme de la politique de la gendarmerie nationale, avec de nouvelles lois sur la gestion des scellés, la surveillance des agents, et la protection des lanceurs d'alerte. Il vivait avec le regret d'avoir agi trop tard, mais avec la certitude d'être enfin du bon côté. Un an plus tard, le soleil se levait sur Beaumont-sur-Loire avec une douceur que la ville avait oubliée. En sortant du SUV noir au cimetière du Val-Fleury, marchant sans aide malgré une légère raideur, Nicolas sentit le poids des événements s'apaiser en lui. Le vent caressait l'herbe. Il s'approcha de la tombe de son père, une simple stèle qui avait attendu 30 ans que la vérité soit dite. Il tenait dans sa main sa croix de la valeur militaire, gagnée dans une guerre lointaine, une médaille qu'il avait cru ne pas mériter, lui qui n'avait pas pu sauver le seul homme qui comptait. Aujourd'hui, il comprenait qu'honorer son père, c'était porter en lui la force qu'il lui avait transmise, et non la culpabilité qu'il avait rongée. Il s'agenouilla, déposa la médaille sur la pierre froide, et murmura « Je suis rentré, papa ». Les mots venaient du plus profond de son être, un être façonné par le traumatisme, le sacrifice, la survie, et le long chemin vers la justice. Sa voix tremblait, mais uniquement de gratitude. En un an, Beaumont-sur-Loire s'était métamorphosé. Une équipe de transition fédérale avait entièrement reconstruit la brigade de gendarmerie, remplaçant tous les anciens éléments. Pour la première fois en 148 ans, la ville avait à sa tête une femme noire, Manon Leroy, dont le commandement apporta transparence et sérénité. Les réunions publiques étaient désormais bondées, les citoyens posaient des questions sans crainte.
Les enfants allaient à l'école sans détourner le regard. Les commerces restaient ouverts plus tard, libérés de l'atmosphère d'intimidation. Le son des sirènes était devenu synonyme de service, non de danger. Le changement n'était plus un rêve, mais une réalité. Nicolas avait repris le service actif comme lieutenant-colonel après des mois de rééducation, avec une nouvelle mission. Il collabora avec des responsables militaires et civils pour lancer une initiative nationale de protection des communautés vulnérables face aux abus de pouvoir. La Fondation du Bois Sentinelle, nommée en mémoire de son père et de toutes les victimes de la corruption, distribua 75 000 enregistreurs individuels la première année, pour que chacun, peu importe son origine ou ses moyens, puisse documenter ses interactions avec les forces de l'ordre. Les écoles, les églises, les associations de vétérans se joignirent au mouvement. L'initiative dépassa toutes ses espérances, le transformant de victimes en symbole de la lutte pour la responsabilité. Sur le plan personnel, sa vie avait aussi changé. Chloé Dubois s'était installée chez lui, dans la maison de son arrière-grand-mère. Sa chambre était décorée de dessins d'hélicoptères, d'étoiles, et du mot « espoir ». C'était elle, maintenant, qui lui tenait la main lors de ses cauchemars, lui murmurant « Tu es en sécurité, papa ». Avec son ex-femme, Sandrine Martin, il avait trouvé un équilibre apaisé de coparentalité. Le week-end, ils participaient ensemble à des forums, offrant l'image d'une famille unie face à l'épreuve. Monique Dubois, fière et fatiguée, était devenue la sage de la ville. On l'écoutait, non pour sa force de voix, mais pour la dignité de ses 80 ans de courage. Lors du lancement de la Fondation Sentinelle, elle déclara « Mon fils est mort pour la vérité, mon petit-fils a failli y passer. » C'en est fini d'enterrer la vérité dans cette ville. Ces mots devinrent un slogan peint sur les murs de Beaumont-sur-Loire. La générale Monique Lambert revint 2 fois, accueillie en héroïne. Elle et Nicolas partageaient un lien indéfectible, celui de la crise et du respect mutuel. Lors de sa dernière visite, en marchant le long de l'autoroute A7, elle lui dit « Cette route ne sera plus jamais la route de la peur. » Nicolas acquiesça, conscient que ce béton portait en lui la mémoire de la souffrance, mais aussi les germes de l'espoir. La tutelle fédérale avait aussi apporté un renouveau économique. Des subventions pour les écoles, de nouveaux commerces sur la grande rue. Un mémorial aux victimes de violences policières fut érigé au centre-ville, avec le nom de Marc Dubois en tête de liste. Chaque jour, des fleurs y étaient déposées, des mots d'excuse pour le silence passé, des lettres d'espoir pour l'avenir. Un lieu de recueillement, rappelant que le deuil, lorsqu'il est honoré, peut guider une communauté vers le meilleur. En quittant le cimetière ce matin-là, Nicolas aperçut un petit groupe devant le centre communautaire. Des enfants tenaient des enregistreurs, écoutant un bénévole. Un garçon d'une dizaine d'années s'approcha de lui, timide, les yeux pleins d'admiration. « Monsieur, dit-il, est-ce que je dois encore avoir peur ?» Nicolas le regarda longuement, se souvenant de sa propre peur d'enfant. De ses nuits d'insomnie, de ses décennies à fuir une vérité que sa vie le refusait d'affronter. Il posa une main sur l'épaule du garçon et répondit, la voix pleine d'espoir, « Tu n'as pas à avoir peur. Tu as juste le droit de vivre. » Le garçon hocha la tête, serrant son petit appareil comme un bouclier. Nicolas le regarda rejoindre les autres. C'était la fin d'un chapitre, écrit non dans le triomphe, mais dans une douce rédemption. Il se tourna vers le soleil, laissant sa chaleur apaiser son visage et le poids de sa mémoire. Merci de votre écoute. Si cette histoire vous a ému, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner. Votre soutien est précieux pour que ces récits soient entendus.